Monsieur Moleka, Monsieur Albert Moleka, vous êtes notre 7e invité puisque nous sommes à la 7e édition de cette production de Entre guillemets. Et avec vous, nous allons échanger et vous êtes, je dois le dire déjà d'entrée de jeu, le directeur de cabinet de Monsieur Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. Vous êtes également son porte-parole. C'est à ce titre que nous allons échanger avec vous autour de certaines questions d'actualité comme celle qui prévaut en ce moment, qui était en train de se contorsionner dans des polémiques, dans des commentaires autour de ce qui paraissait comme l'une des grandes actualités de la semaine, c'est-à-dire cette position définitive du président de la République française, François Hollande, qui doit arriver à Kinshasa au mois d'octobre prochain. En République démocratique du Congo, c'était finalement devenu une question comme un sujet de débat de politique intérieure. Est-ce que c'était aussi le cas chez vous au niveau de l'UDPS? Pas seulement chez nous au niveau de l'UDPS. Disons qu'en ce qui concerne l'UDPS, vous avez pu suivre les différents mémos, les différentes déclarations qui ont été faites à ce sujet, mais je préfère dire que cette question de la venue du président Hollande était devenue un sujet, disons, passionnel pour une grande majorité de Congolais, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Il apparaît pour les Congolais que, tout d'abord, la francophonie, c'est une communauté d'États, une communauté de nations qui ont fait le libre choix de choisir le français comme langue officielle. C'était le cas du Zaïre à l'époque et de la RDC actuellement. Et dans cet accord entre États, entre nations, sous forme de statut, il y a certaines dispositions qui font que la francophonie prend à cœur le respect des droits de l'homme, prend à cœur la promotion de la démocratie. Donc, et tous ces objectifs actuellement en RDC ont été bafoués. Et ce qui fait que pour les Congolais, venir à Kinshasa, dans les chefs de François Hollande, venir à Kinshasa constituait une légitimation de toutes ces pratiques antidémocratiques et contre les droits de l'homme que nous déplorons dans ce pays. Donc le débat a été placé à ce niveau-là, oui. D'autant plus que historiquement, et la France est reconnue un peu comme la mère de la liberté, la mère de la démocratie et des droits de l'homme. Mais maintenant qu'il est clair qu'il va venir à Kinshasa, on peut dire qu'à votre niveau, c'est-à-dire au niveau de vos échanges avec M. Tshisekedi, par exemple, dont vous êtes le porte-parole, les choses se sont comme tassées, ça s'est calmé. Les choses se sont très brièvement peut-être parce qu'on va y revenir d'une autre manière. Je dirais simplement et très clairement que tout d'abord, pour la première fois, on a vu un président français hésiter à se prononcer sur sa présence ou non, sa participation personnelle ou non à un sommet de la francophonie. Quand vous dites hésiter, c'est-à-dire que vous essayez de confronter sa position avant d'être élu président de la République et par rapport à ce à quoi il s'est confronté en fonction. Bon, entre un candidat à la présidence de la République et un président en exercice, il y a un monde. Mais dès qu'il a été effectivement élu, François Hollande a fait encore languir tout le monde sur sa décision de venir ou non au sommet de la francophonie à Kinshasa. Nous avons dit, et c'est la position de M. Tshisekedi, que M. François Hollande, en tant que président de l'État français, son rôle, c'est bien sûr de défendre les intérêts de la France. Et quand, dans une certaine presse, il est dit que vous êtes en train de préparer un plan B par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il n'y a pas de plan B. Je pense qu'après la déclaration de François Hollande à la conférence des ambassadeurs à Paris, il y a eu une déclaration de l'exécutif de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et là-dedans, il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que vous dites « Bienvenue François Hollande ». Non, cela veut dire que nous disons que
Monsieur François Hollande, d'abord candidat à la présidentielle, a fait certaines décisions, qu'il a changé d'avis finalement en étant président et qu'il défend les intérêts de la France. Et ces intérêts ne sont pas les intérêts des Congolais en l'occurrence. Est-ce qu'à certains moments, on ne mélange pas un peu les choses ici, intérêts, sentiments, parfois humains ou personnels, quand il s'agit de problèmes qui doivent lier des États à d'autres États? Je suis d'accord avec vous pour dire que trop souvent, les Congolais mélangent, en politique, mélangent les intérêts et les émotions. Je crois que, une fois pour toutes, il s'agit de comprendre que, en politique, surtout lorsque les enjeux sont très élevés, très souvent pas très bien définis pour certains, mais en politique, il n'y a pas d'état d'âme. Dites-moi un peu, quand est-ce que vous avez rencontré M. Tshisekedi la dernière fois? Aujourd'hui, vous l'avez rencontré? Oui, j'étais avec M. Tshisekedi jeudi. Et aujourd'hui, quand vous parlez, c'est un peu aussi la voix de son maître. Pas la voix de son maître, je suis le porte-parole de M. Tshisekedi. Ça veut dire que quand vous parlez, on le retrouve aussi dans vos propos. En tant que son porte-parole, lorsque j'exprime sa pensée, j'exprime la pensée effective de M. Tshisekedi. N'auriez-vous pas dû le rencontrer tous les jours pour qu'il n'y ait pas d'équivoque quand vous parlez, par exemple? Oui, ben, écoutez, pour le cas actuellement, je suis rentré d'Europe, je suis encore en convalescence, parce que j'ai subi une opération assez lourde le mois dernier, ce qui fait que j'ai un programme graduel de reprise d'activités qui font qu'à l'heure actuelle, je vais 3 fois à l'IMT et c'est les 3 jours où ce sont les jours en fait de travail avec l'extérieur. Il y a d'autres jours où il n'y a pas de contact avec l'extérieur, il n'y a pas d'audience. Vous-même en convalescence et lui-même pas un peu trop fatigué parce que on n'entend plus parler de lui, là où les gens l'attendent, on ne l'y trouve pas et... Monsieur Tshisekedi fatigué? C'est de lui que je parle. Ah non, je crois que présentement, moi je suis plus fatigué que lui. Suivez la marche du monde. Monsieur Molika, quand vous observez et quand vous tenez compte des différentes déclarations qui sont faites au niveau du Conseil de sécurité et de l'évolution prise par la situation qui prévaut dans la partie est du pays, qu'est-ce que vous en dites au niveau des instances de l'UDPS? Écoutez, tout d'abord, le fait que le dossier de la RDC et plus particulièrement les relations qui n'ont jamais été saines depuis 1996, les relations entre le pouvoir à Kigali et le pouvoir à Kinshasa n'ont jamais été des relations saines. À certains moments, on avait même l'impression d'une certaine vassalité du pouvoir de Kinshasa par rapport au pouvoir de Kigali. Et depuis 1996, certains me disent même depuis 1994, avec l'afflux de tous ces immigrés du Rwanda, les populations de l'Est de notre pays n'ont connu que massacres, viols, déplacements de leurs terres. Et tous ces conflits ont créé une situation d'instabilité permanente à l'est du pays, qui, à l'ouest du pays, rencontrait une instabilité sociale aussi permanente, qui fait que le Congo, qui bénéficie d'une intervention et d'une présence très importante de l'Organisation des Nations Unies, vous savez que la force des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, est la plus grande force de paix de toute l'histoire des Nations Unies. Mais malgré cela, on remarquait que rarement le problème congolais était réellement pris à cœur au niveau du Conseil de sécurité avec toute l'attention que ce problème méritait. Et aujourd'hui, on peut dire que cette page est tournée. Aujourd'hui, je pense que il ne faut pas crier victoire, mais je pense que grâce à un certain lobbying aussi des Congolais, notamment de la diaspora
congolaise, tant en Europe qu'aux États-Unis et au Canada. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter durant mon récent séjour sur ces continents. Grâce principalement à ce lobby, maintenant le problème du Congo est principalement les relations malsaines entre le pouvoir en place à Kigali et le pouvoir en place à Kinshasa commencent à être traité d'une manière beaucoup plus sérieuse. Mais la part du gouvernement s'associe également à ce lobbying et vous pouvez quand même dire que la manière dont il donne une suite au travail des experts des Nations Unies permet quand même de faire avancer les choses. Mais si... Faire avancer les choses, voyons voir. Nous sommes à une étape où les problèmes et les enjeux sont en train d'être posés sur la table, puisque c'est une situation, une nouvelle fois, très complexe, mais qui nous touche tous, c'est-à-dire qui touche tous les Congolais, dans le sens que ce sont les Congolais qui payent le prix fort. Quand vous dites, par exemple, vous, là, que c'est une situation très complexe, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez comme différents facteurs, comme éléments qui fait que la situation soit ce qu'elle est, de par vos analyses Je vais prendre un seul exemple. Lequel, par exemple? On nous a parlé d'abord de la mutinerie de certains éléments, de certains militaires de l'ex-CNDP qui avaient été intégrés dans les forces armées de notre pays. Oui, mais le CNDP, c'est quelque chose qui vient après. Je cite un exemple. Vous vous souviendrez que pendant les élections, et cela avait été publié tant par la MONUSCO que par les commissions d'observateurs, les mêmes troupes du CNDP avaient participé au bourrage des urnes, avaient participé à la chasse aux témoins de l'opposition dans les bureaux de vote et avaient intimidé la population dans le sens de voter pour un certain candidat. Et ce sont les mêmes troupes, les mêmes militaires qui à un moment se sont mutinés contre l'autorité de ce candidat. Ça pose une des complexités de ce problème. Et, si nous repartions quand même des années 96 pour arriver à la situation qui est celle qu'on décrit aujourd'hui. Vous vous souviendrez que en 96, nous avons d'abord vu apparaître un conflit armé pour la protection d'une ethnie appelée les Banyamulenge. Après un certain temps, nous avons vu M. Laurent Kabila comme responsable de ce mouvement qui combattait pour la protection des populations Banyamulenge. Laurent Désiré Kabila, que vous-même vous avez salué et que vous avez attendu à Kinshasa. C'est la déclaration qui avait été faite par Laurent Kabila sur CNN, si je ne m'abuse. Comme celle aussi de M. Tshisekedi qui disait « Bon, j'attends que mon frère arrive à Kinshasa ». Bon, c'était une autre histoire, mais nous sommes dans sa continuité. Ah bien, lorsque Laurent Kabila est arrivé à Kinshasa, vous vous souviendrez que M. Tshisekedi a cherché à le rencontrer et en substance, publiquement, a dit « Il faut lui demander qu'il nous montre la facture de nos frères, puisque en arrivant ici, nous avons vu que manifestement, l'armée qu'il a portée jusqu'à Kinshasa était composée de militaires étrangers en grande majorité. Et bon, maintenant, il n'y a rien pour rien en politique. Si cette armée composée de militaires étrangers l'a amené jusqu'à Kinshasa, au pouvoir à Kinshasa, c'est qu'en contrepartie, il y a quelque chose que le Congo doit donner. Qu'est-ce que le Congo doit donner? Vous vous souviendrez qu'à cette époque, qui fut le premier chef d'état-major des forces armées congolaises sous Laurent Kabila? C'était James Kabarebe. James Kabarebe, général rwandais, qui fut après chef d'état-major de l'armée rwandaise et qui est présentement ministre de la Défense du gouvernement de Kigali. Et James Kabarebe qui dit aujourd'hui que la question qui prévaut dans la partie est du Congo
doit être réglé par les Congolais entre eux. Non, je crois que les problèmes du Congo, effectivement, doivent être réglés d'abord par les Congolais, mais en aucun cas, le problème de l'Est ne peut être réglé sans tenir compte des complexités des relations au niveau de la région du Grand Lac. Ça veut dire que vous, quelle est votre idée à vous par rapport à une certaine politique concernant la région des Grands Lacs pour arriver à dénouer les problèmes qui se posent en ce moment? Mais la première des choses, et ça c'est quelque chose que M. Tshisekedi a toujours répété, la solution à la situation à l'est du pays ne pourra pas être apportée par les ex-belligérants. Vous vous souviendrez, lorsque vous regardez l'évolution des différents conflits ou rébellions à l'est du pays, on retrouvait souvent toujours les mêmes acteurs. Si vous prenez l'AFDEL, puis le RCD, puis le CNDP et maintenant le M23 dont nous parlons, vous rencontrez des acteurs qui ont travaillé ensemble, qui ont évolué ensemble à un moment ou à un autre, et il y a eu, disons-le clairement, des partages des gâteaux. Mais plus que ceux-là, ceux dont vous parlez, ils sont là, ils sont aux affaires, et cette façon de voir les choses paraît un peu comme battu en brèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui il faut faire? Comment faut-il faire pour que ça commence à appartenir à un certain passé et que le Congo se donne une autre façon de renaître, ou une autre possibilité de renaître? Mais la première des choses, et je crois c'est ce que le peuple congolais voulait établir à travers les élections de novembre 2011, c'est un pouvoir légitime à Kinshasa qui pourrait faire des efforts pour établir cet état de droit, cette démocratie au Congo, et pouvoir amener aussi les Congolais à cette cohésion nationale qui fait défaut. Pouvoir légitime, pouvoir légal, mais les choses sont telles que il y a un gouvernement en place, il y a des institutions en place et des autorités, des officiels qui nous gèrent et qui parlent au nom de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans votre façon de voir les choses, une démarche qui peut être envisagée dans un sens vers un autre ou même vice-versa pour arriver à une certaine solution? Oui, il y a un pouvoir en place. Oui, il y a un gouvernement qui a été désigné par le pouvoir en place, mais quelles sont les solutions que ce pouvoir ou que ce gouvernement apporte aux Congolais, tant au niveau social qu'au niveau sécuritaire? Ça peut être une autre part du débat. Quelles sont les solutions? N'oublions pas que ce pouvoir est en place depuis 10 ans. Il faut aussi savoir faire un bilan. Oui, mais ça, on ne va pas le refaire ici et revoir tout ce bilan. Mais il y a un problème à régler. Comment régler ce problème? Comment faire? Est-ce qu'il peut y avoir une initiative venant de vous vers ce pouvoir ou venant de ce pouvoir vers vous? C'est de cela. C'est ça le sens de mon questionnement. Il est bien entendu qu'il existe une proposition matérialisant les idées de M. Tshisekedi en ce qui concerne non seulement les problèmes de l'Est du pays, mais en ce qui concerne le problème auquel sont confrontés les Congolais en général. Parce qu'il ne faut pas trop non plus balkaniser déjà intellectuellement ou politiquement l'Est de notre pays. C'est aussi une tendance qui, dans nos médias, commence à trop se matérialiser. Les problèmes de l'Est du pays font partie intégrante de tous les problèmes des Congolais. Et dites-moi, M. Moleka, une rencontre Tshisekedi chez Kabila, c'est impossible? Souvent on dit que impossible n'est pas français et que la politique c'est justement l'art de l'impossible. Ils peuvent être adversaires, mais ils ne sont pas ennemis quand même. Non, il n'y a pas. M. Tshisekedi ne connaît pas d'ennemis. M. Tshisekedi ne connaît pas d'ennemis. Mais écoutez, quand vous parlez d'une rencontre entre M. Kabila et M. Tshisekedi, toute rencontre doit avoir d'abord un objectif valable. Et vous savez, ce sont deux personnalités qui sont très éloignées au niveau de leurs principes concernant l'activité et l'action politique.
Les principes pouvant se valoir, un principe peut être mis à côté d'un autre, et les constructions intellectuelles peuvent donner une situation comme une autre, mais il s'agit du Congo. Mais vous dites bien il s'agit du Congo. La première des choses, c'est respecter les Congolais et respecter leur avis et respecter leur choix. Alors comment est-ce qu'on pourra faire? Ce qui n'a pas été le cas. On laisse d'abord la maison se brûler, on fait comment, et puis on fait comment? Mais, Monsieur Kamang, il faut absolument, lorsque vous voulez traiter d'un problème, il faut aller à la racine du problème. Il faut aller à la racine du problème. Nous parlons ici du problème des Congolais. Nous parlons ici de Congolais qui souffrent. Nous parlons aussi des Congolais qui meurent de faim, qui meurent à cause de conflits, qui souffrent au niveau social et à qui il faut apporter des solutions. Ces Congolais ont fait un choix pour un changement. Quand on dit un changement de leadership avec l'espoir de voir leur situation finalement commencer à changer d'une manière positive, voir une justice qui soit appliquée correctement, voir des droits qui sont respectés. Mais ces Congolais, on n'a pas respecté leur avis, on n'a pas respecté leur opinion. Comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, le message qu'on a donné aux Congolais, c'est que bon, vous avez le droit de voter, mais vous n'avez pas le droit d'élire vos dirigeants. On voulait une chose, il y a eu autre chose. Et maintenant, il s'agit d'un problème auquel tous ces Congolais que vous vouliez représenter ou au nom desquels vous pensez devoir parler sont confrontés. Il y a péril en la demeure. Qu'est-ce qu'on dit? On règle d'abord ce problème ou bien on continue à pleurer sur le résultat des dernières élections? Non, on ne continue pas à pleurer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez construire une maison et élever les murs, aller jusqu'au plafond, et que les fondations ont été brisées, il ne serait pas sage de continuer à bâtir la maison tant que vous n'avez pas restauré les fondations. Je vais vous convier à une chose, à donner votre avis à ce qu'a dit, ici même, sur ce plateau entre guillemets, sur B1, le professeur Isidore Ndayoué, le délégué à l'organisation du sommet de la francophonie. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets, tous les dimanches à partir de 20h30. Nous avons connu un deuil. Et le deuil, c'est les élections qui se sont plutôt mal passées au niveau de l'organisation. Ça a été dénoncé par tout le monde, y compris par le chef de l'État, qui a dit, voilà, il y a des ratés. Et nous savons très bien que cet élément-là n'est pas prémédité. Le président Kabila ne s'est pas dit « Ah, j'ai eu un premier quinquennat, j'étais trop tranquille. Maintenant, faisons tout pour que les élections se passent mal afin que j'ai quelques problèmes pour le second quinquennat. » Non, ça n'a pas été prémédité. Nous sommes dans une situation où les choses se sont mal passées. Maintenant, est-ce que nous allons continuer avec ces deuils? Ne faut-il pas clôturer quelque part le deuil? Comment? Organiser le 40e jour des élections de 2011, c'est-à-dire décider de tirer un trait sur cela. La seule chose qu'on peut faire, la seule manière de corriger le passé, c'est de prendre les bonnes résolutions pour l'avenir. C'est tout ce qu'on peut faire. Quel est votre avis à ce sujet? C'est-à-dire l'avis de M. Tshisekedi aussi, dont vous êtes porte-parole. Non, je pense que le deuil a été levé. Le deuil a été levé immédiatement. N'oubliez pas que le 23 décembre, M. Etienne Tshisekedi a prêté serment en tant que président élu par le peuple congolais. Oui, mais ça se met quand même... Donc le deuil a effectivement été levé. Mais comme en continuant avec l'image du deuil, même quand le deuil est levé, il y a les problèmes de famille qui se règlent maintenant d'une manière
concrète. Et concrètement. Et je crois que c'est plutôt vers cela que tous, en tant que Congolais, nous devons tendre maintenant. Je pense qu'il est temps que les Congolais réfléchissent, chacun de son côté, et ou bien tous ensemble, qu'est-ce qui fait de nous des Congolais? Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Si nous partageons ensemble des idées de démocratie pour notre pays, de bien-être pour la population, est-ce que pouvons-nous le dire ensemble et pouvons-nous matérialiser ça par des actes concrets ensemble pour aller de l'avant? On parle de démocratie depuis, on peut même dire depuis 1789 ou même depuis la Grèce antique. Est-ce que vous êtes un peu de ceux qui, après 90, estiment que c'est un luxe pour les Congolais, pour les Africains de parler et de faire la démocratie? Ce qui est vrai, c'est que la démocratie, l'avènement de la démocratie coûte très cher. Quand je dis coûte très cher, c'est pas seulement financièrement, mais coûte très cher pour les gens qui se battent réellement pour l'avènement de la démocratie. Dans la plupart de nos villages, même dans le passé, vous aviez très peu de souverains omnipotents, omniscients, omniprésents, mais vous aviez plutôt des responsables, qu'ils soient chefs de village, chefs de tribu ou rois, qui savaient qu'ils étaient responsabilisés pour le bien-être de la communauté. C'était vraiment des personnes qui devaient être au service de leur communauté. Donc la démocratie fait partie intégrante de nos traditions, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de dire, à mon avis, en falsifiant l'histoire. Et lorsque vous dites, oui, il y a un processus, tout ça, je me souviens de M. Latsous, quand il est passé il y a quelques mois ici, il disait, bon, la démocratie, c'est pas comme le Nescafé, c'est pas instantané. Ok, d'accord, on peut dire ça, mais d'un autre côté, il faut voir les problèmes sur le terrain par rapport à la démocratie dans notre pays. Prenons les violations des droits de l'homme. Est-ce que nous pouvons aussi dire que, écoutez, il faut prendre du temps pour que les gens arrêtent d'assassiner certains de vos collègues ou d'assassiner des activistes des droits de l'homme? Nous pensons non. Nous pensons qu'il y a certains droits, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les droits aux libertés devant lesquelles on ne peut pas transiger et qui dépendent simplement de la nature d'un pouvoir, qui dépendent simplement du caractère d'un pouvoir. Et quand vous entendez, par exemple, certains gens dire que, est-ce que démocratie et avènement de ce processus n'équivaut qu'à l'avènement de M. Tshisekedi aux affaires? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'on ne vous comprend pas bien, que vous n'avez pas bien travaillé pour ce qui est de la formation de la population ou quoi? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez parler de ça? Non, je dis simplement que l'avènement de la démocratie, cela se traduit d'abord par le respect de la vie et de l'opinion exprimée par le peuple, le respect du choix exprimé par le peuple. Ça, c'est l'avis d'Albert Moleka. C'est déjà... c'est le premier pas nécessaire. C'est l'avis d'Albert Moleka. Non, ce n'est pas l'avis d'Albert Moleka. C'est aussi l'avis de M. Tshisekedi. Je crois que c'est l'avis de toute personne qui parle de la démocratie. Mais cette opinion est largement partagée au sein de l'UDPS. Pas seulement au sein de l'UDPS, mais dans le monde entier. Oui, mais quand vous, par exemple, vous dites le changement, ça veut dire, qu'est-ce que vous mettez dans le concept changement? Dans le concept, lorsqu'on parle de changement, on parle d'abord d'un état de fait, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, en politique, la manière dont nous sommes dirigés, la manière dont la politique se pratique dans notre pays. Nous savons que dans notre pays, l'activité politique a beaucoup tourné autour de l'argent, par exemple, et autour
encore une fois, la violation des droits de l'homme, le manque de tolérance, on essaye de brider les médias. Lorsqu'on parle de changement, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire tournons le dos aux mauvaises habitudes, prenons les bonnes habitudes. Lorsqu'on parle de changement, on veut dire tout simplement que revenons-en à des principes de base, des principes politiques qui seront bénéfiques pour le pays et pour la population. Lorsqu'on parle de changement, c'est dire simplement respectons l'autre. L'autre vaut autant que moi. Ce n'est pas parce que je suis au pouvoir et que je dois, à cause de ma position, à cause de mes moyens, que je dois écraser le plus petit. Lorsqu'on dit changement, c'est faire preuve aussi de solidarité avec l'autre. Autrement, on vous poserait également la question de savoir si ce changement commencera quand vous serez aux affaires. Parce que, à un niveau un peu plus réduit, c'est-à-dire celui de votre parti, il n'est pas exclu d'entendre des gens dire que ce qui s'y fait n'a rien à voir avec des pratiques de gens qui prônent la démocratie. Mais écoutez, si vous me donnez des faits précis, je pourrais répondre, puisque bon... Vous ne me direz quand même pas que tous ceux qui avaient d'autres avis ne pouvaient pas être écoutés autrement et que la solution ne pouvait être que par une exclusion, par un départ de ceux qui sont partis. Je crois que dans le cadre de relations entre personnes, et surtout lorsqu'on se retrouve dans un même parti politique, la première des choses et la moindre des choses, c'est de respecter la vie de l'autre. Et que lorsque une personne estime que elle ne trouve plus, soit elle ne trouve plus son compte, soit elle ne retrouve plus ses valeurs peut-être dans l'organisation politique, cette personne peut quitter cette organisation politique en toute liberté. Je crois que c'est la moindre des choses. Mais il ne vous a pas, pour parler encore des élections que vous évoquiez ici, est-ce que vous avez quand même tiré certaines leçons de ce qui s'est passé? Parce qu'il va y avoir quand même un autre avenir auquel vous serez confrontés. Écoutez, la leçon que tous les Congolais ont tirée, c'est qu'il faut encore redoubler d'efforts et d'énergie pour se faire écouter et pour que le choix des Congolais soit respecté. On ne peut pas, Monsieur Kamang, on ne peut pas, je vais vous dire une chose, on ne peut pas y échapper. Vous savez, j'ai eu à parler avec plusieurs de mes interlocuteurs durant mon récent séjour à l'étranger sur ces différentes hypothèses. Oublions le passé, regardons comment on peut mieux organiser les élections qui viennent, les provinciales, les communales, etc., etc. Je voudrais faire observer d'abord une chose. Numéro 1, les élections communales du cycle 2006, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été organisées. Pourquoi? C'était pas par manque de fonds, manque de volonté politique. Deuxièmement, ce qui s'est passé, il faut comprendre que ce qui s'est passé en novembre 2011, je l'ai qualifié d'ailleurs de terrorisme électoral. Tous les acteurs politiques ont été piégés par la population. Je veux dire par cela que personne ne se doutait que les Congolais allaient à un tel point s'approprier ces journées de vote. Le Congolais est parti voter, il est resté sur place jusqu'à ce qu'il y ait le décompte, l'affichage. Lorsque l'affichage était fait sur certains bureaux de vote, le Congolais était là, notait et échangeait les résultats avec son voisin, son cousin. Ce qui fait qu'on ne peut pas leur faire croire ce qui n'est pas vrai. C'est cela qui fait que quand je parle de fondations qui sont brisées et qu'il faut restaurer avant d'aller plus loin. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis
tout cet imbroglio, il est difficile de redémarrer ce processus électoral. Il serait malsain de continuer ce processus électoral dans l'état actuel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à l'état où nous sommes, vous dites que les prochaines échéances électorales, c'est pas votre affaire? C'est-à-dire que les prochaines échéances électorales, il semble que ce ne sera pas l'affaire des Congolais. Oui, mais vous, combien de Congolais vont encore aller voter, pensez-vous? Mais vous, là, au niveau de Et même l'UDPS, lorsqu'on parle du réaménagement ou du changement de la CENI, le changement de la CENI, ce n'est pas seulement une question de changer les têtes. On peut mettre... Version UDPS, le changement au niveau de la CENI, c'est quoi? Le changement au niveau de la CENI, c'est un changement en termes de la manière de fonctionner et la manière de gérer la CENI. Et pour cela, il faut que les relations entre la CENI et le pouvoir en place soient bien définies et soient bien sécurisées. Sinon, on peut vous mettre, vous, M. Claude Kamang, président de la CENI, n'est pas dit que vous sauriez résister peut-être à certaines pressions, à certaines menaces. Bon, déjà que je n'en ai ni l'ambition ni la prétention, mais maintenant, ça veut dire quoi? Pour parler très clairement, vous allez faire ou bien vous n'allez pas faire? Non, il est très clairement, je vous dis que l'important et la priorité, c'est de restaurer les fondations. Oui, ça c'est des termes génériques. Lorsqu'on mais parle concrètement, de la vérité, qu'est-ce que vous faites pour qu'il en soit ainsi? De la vérité des urnes. Il est clair que nous ne participerons jamais à des élections dont nous saurions dès le départ que ça sera encore faussé. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour que les prochaines élections ne soient pas faussées? C'est ça le sens de mon questionnement aussi. Qu'est-ce que vous faites? Nous nous battons pour restaurer les fondations. Ça, tout le monde peut le dire. Nous dire. ne le disons pas seulement, nous le faisons. Mais parmi les leçons à tirer... La priorité, c'est d'être d'abord fort et bien organisé soi-même. Il faut toujours faire mieux. Oui. Il faut toujours avancer. Ce genre de questionnement peut aussi rappeler tout ce qui se dit, se fait, se discute, se concocte même autour de la position du porte-parole, du porte-parole de l'opposition. Comment voyez-vous la chose? Écoutez, tout d'abord, la problématique du porte-parole de l'opposition, vous vous souviendrez que c'était en fait un sujet qui était très particulier à la situation en 2016, la situation entre M. Kabila et M. Bemba. Il a été jugé bon de créer ce poste de porte-parole de l'opposition. Oui, 2006-2007, il faut mais dire. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, au niveau de l'UDPS, nous ne sommes pas concernés par ce débat. Donc vous n'y trouvez aucun inconvénient qu'un des députés à l'Assemblée nationale, sous les couleurs, sous l'étiquette UDPS, brigue ce poste? Nous ne sommes pas concernés par ce débat. Je crois que ceux qui ont l'ambition d'occuper ces postes, bon, c'est une ambition, chacun peut avoir une ambition, mais nous ne sommes pas du tout concernés ou intéressés. Et la position qu'on estime être la vôtre comme deuxième force politique au sein de l'Assemblée nationale, ça aussi, ça ne vous concerne pas? Non, pas du tout. Mais ça, on pourra dire que c'est du gâchis. Pourquoi du gâchis? Je crois que la position de l'UDPS et de son président est plutôt très claire et constructive, toujours dans le sens de forcer ceux qui résistent encore à l'avènement de cette démocratie ou de ce respect du choix de la population, les forcer à réfléchir et à voir que, en perpétuant cette attitude de dédain vis-à-vis de la population, on n'avance pas, on ne va nulle part. Je crois que il a été dit clairement que
Les députés, c'est-à-dire les personnes élues sur les listes de l'UDPS, prenaient en âme et conscience leur décision de participer ou pas, sachant que la position du parti était de ne pas participer à ces élections, à ces institutions, issues d'élections truquées. En début de semaine, le Premier ministre allait inaugurer une rencontre des chefs d'entreprise sur l'environnement, des affaires en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Écoutez, le problème du climat des affaires en République démocratique du Congo est un problème qui a aussi beaucoup affecté la vie de notre pays depuis plusieurs années. Vous savez que on a actuellement, en dehors du secteur minier, vous avez quelques grandes entreprises étrangères. On voit très rarement des investisseurs privés venir ici au Congo comme on voyait à l'époque. Et un opérateur économique, même congolais, sait à quel point les différentes taxes, la fiscalité qui n'est pas appropriée pèse sur le rendement des entreprises et rend difficile le développement des affaires au Congo. Je sais notamment que même les médias souffrent, les compagnies des sociétés de médias souffrent de cette fiscalité. Donc la résolution de ce problème du climat des affaires en RDC serait une bonne chose, mais encore une fois, tout cela dépend du caractère du pouvoir en place et de la manière de faire la politique dans les chefs du pouvoir en place. Vous savez que dans les affaires, il y a d'abord question de confiance et de crédibilité. Confiance, crédibilité, qui dépendent aussi de la sécurité dans le pays, qui dépendent de l'état, un état de paix dans le pays, sécurité tant sociale que la sécurité proprement dite des biens et des personnes, la sécurité juridique. Ce sont tous des paramètres à considérer et qui dépendent directement de la nature d'un régime, de la nature du pouvoir. Et par rapport à la manière dont le gouvernement actuel s'y prend, le Premier ministre Matata Ponyo, par exemple, s'y prend, vous dites quand même qu'il y a une certaine volonté, il y a un certain nombre d'efforts que vous remarquez quand même. Les volontés ont toujours été exprimées au cours des années. Ce n'est pas cette année, ce n'est même pas l'année dernière, mais depuis toute une décennie, les volontés ont été exprimées. Ce que je vois sur le terrain, et je crois que ceux qui peuvent réellement coter, c'est la population elle-même. Lorsque je vois qu'entre avril et août, les prix du panier de la ménagère, donc ce que le Congolais, principalement le quinoa particulièrement, achète pour manger entre avril et le mois d'août, a subi une augmentation entre 20 et 40%. Je crois que c'est ça, c'est sur base de choses comme ça que le Congolais juge ce que font ceux qui prétendent gouverner. On ne va pas partir sur des bases fictives, mais vous aurez quand même commencé quelque part et par quelque chose si vous étiez arrivé aux affaires. Ça aurait été par où, par exemple? Tout d'abord par une réforme de la justice et une réforme de la sécurité. Et pour faire quoi après? Et c'est sur base d'une réforme de la justice et du secteur de la sécurité que vous pouvez alors penser au climat des affaires, qui va suivre, et puis le développement à partir de ces investissements, et puis la paix dans les Grands Lacs. Que dites-vous quand certains gens estiment que votre discours a, par certains moments, insécurisé certains partenaires? Non, je n'ai jamais entendu ça. Casser les prisons, casser les portes de prison. Rien à voir d'un état de droit, quand même. Non, là, quand vous... quand vous faites mention je crois que vous vous référez à le fameux échange entre M. Tshisekedi
à Johannesburg et une délégation de la Ligue des femmes de l'UDPS sur le plateau d'une télévision de la place. Je crois qu'à l'époque... C'était quand même une dérive, ça. Non, je ne parle pas, je ne dirais pas une dérive. Vous promettez un état de droit et vous demandez qu'on aille casser les prisons. On a pris, vous savez comment cela se passe des fois, on prend une partie d'une déclaration qu'on met hors de son contexte. Qu'on met hors de son contexte. Et je pense qu'on s'est expliqué là-dessus. Et puis la position exprimée à Kisangani était une sorte de récidive. En fait, il sensibilisait la population. Dans ce cas-là, je crois qu'il avait tout à fait raison. Ah mais pas quand même, demandant d'aller casser les portes de prison. Quand un chef de l'État dit que les chiens aboient, la caravane passe, mais la caravane peut aussi s'arrêter et écraser les chiens. Je crois que ça, c'est beaucoup plus violent. Parce que vous parlez de toute une population. Bon, on dira quand même pas que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère, mais les choses ont évolué tel que ça a évolué. Et puis, un jour, au sein de la communauté internationale, vous aviez par exemple entendu l'Amérique dire que ce pouvoir qui est là, c'est avec lui qu'on va faire. Mais je peux aussi vous dire que lors de mon séjour à Washington et au département d'État, ce qui m'a été dit, c'est que notre position officielle, c'est que nous ne savons pas qui a gagné. Mais il est vrai que lorsque vous avez un gagnant qui n'a pas d'armes et vous avez un perdant qu'on désigne comme gagnant et qui, lui, a des armes, vous traitez avec celui qui a des armes. Aujourd'hui, il faudra que l'on sache encore avec vous comment on va s'en sortir dans la partie est du pays, comment on va faire pour qu'il y ait déjà un certain environnement politique qui permette de faire avancer le pays un peu plus vite, si tel n'est pas le cas, par exemple. Je crois que ce que je voudrais saisir de votre question, c'est le nous les Congolais. Que nous les Congolais comprenions que nous devons nous entendre pour faire avancer ce pays. Nous devons nous entendre pour résoudre les problèmes de ce pays, et notamment les problèmes dans les Grands Lacs, et notamment ces conflits persistants à l'est du pays, et notamment cette situation sociale qui risque aussi de nous exploser tous à la figure. Qu'est-ce que vous mettez dans le nous Dans le nous, je mets tous les Congolais. Nous entendre, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrivera un moment où les Congolais devront définir une nouvelle fois ce qui les rassemble. Puisque actuellement, nous le vivons jour après jour. Le Congolais est soit de gauche, soit de droite, soit opposant, soit du pouvoir. Et on ne voit plus très clairement quelles sont ces choses que nous partageons entre Congolais, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois du pouvoir, que tu sois de l'opposition. Qu'est-ce que nous partageons encore ensemble? Et je crois que les ennemis du Congo profitent un peu de ce vide et de cette confusion. C'est-à-dire qu'au-delà de débats simplement politiques, au-delà des compétitions simplement politiques, il y a aussi des intérêts supérieurs de la nation, comme on dit, qui sont au-dessus de toutes ces choses. Et ça, à mon avis, ce sont des choses que nous devons redéfinir. Cela avait été fait un peu à l'époque à la conférence nationale souveraine. Et je pense aussi que tant que nous n'aurons pas redéfini ces choses, il sera très difficile au Congo de récupérer effectivement sa place de leader en Afrique centrale en particulier et en Afrique en général. Un porte-parole de M. Tshisekedi peut-il également considérer qu'il y a quand même une nouvelle élite politique qui prend de plus en plus place à la gestion du pays?
Et c'est une bonne chose. Je crois que, et dans l'esprit de M. Tshisekedi, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que c'est avec elle qu'il faut faire aussi. Mais écoutez, le temps passe, il y a un avenir, il y a un futur, et c'est le rôle des anciens de préparer les jeunes, de préparer les générations à venir. Et je pense que M. Tshisekedi, tout comme d'autres leaders avant lui, tiennent à laisser un héritage. Il ne prépare pas un dauphin? Non, ce n'est pas... D'abord, ce n'est pas dans les attributions ou dans les habitudes, dans l'UDPS de préparer les dauphins. Il y a des statuts. L'UDPS est un parti qui a des statuts et tout ce qui est... vous parlez de succession, moi je parlerai d'accès à une fonction au sein du parti est réglementé par les statuts. Qui est devenu le secrétaire général Chabani. C'est un peu comme si le vide a été fait autour de toutes ces personnalités. Non, actuellement le secrétaire général Chabani a été suspendu et il y a le secrétaire général Adjoua Mavungu qui assume l'intérim. L'argent, la corruption s'y est mêlée par rapport à ce qui a été dit. Écoutez, comme c'est une Vous n'allez pas affaire dire que c'est des questions internes. Comme c'est une affaire qui est au niveau Vous ne rendez jamais compte de l'instruction, vous comprendrez que je m'abstienne d'en parler. Mais ça serait quand même dommage qu'il en soit le cas, non? Qu'il en ait réellement été le cas. Que ça ait tourné autour de questions d'argent, de corruption, comme ça. Ben évidemment, ça serait très dommage si c'était le cas. Si c'était le cas, ça serait très dommage. Écoutez, mais je pense que tel que je connais les uns et les autres, il faut attendre que la justice fasse ce qu'elle a à faire. Je voudrais peut-être vous prendre, pour qu'on arrive à mettre un terme à ce programme, entre guillemets, en vous prenant d'abord comme porte-parole, très brièvement, pour les différentes façons de donner votre avis sur l'avenir du pays, très brièvement. Une fois que vous avez un leadership qui a la confiance de la population, non seulement parce qu'il apparaît, mais basé sur sa propre vie. Vous savez, en tant que porte-parole de M. Tshisekedi, je suis bien placé pour pouvoir simplement témoigner que c'est une personne qui est au service des Congolais, dont la vie est consacrée au service des Congolais. Au moins, le Congolais en lui voit un leadership qui ne va pas être là simplement pour principalement détourner de l'argent et s'enrichir. Et cela est très important parce que si vous voulez un changement au Congo, il faut un changement des Congolais, il faut un changement de mentalité. Et ce changement est imprimé d'abord par le leadership. Vous savez, en spiritualité, parce que je suis très, très spirituel, il y a une leçon qu'on apprend très vite, très rapidement, c'est que lorsque dans la vie vous rencontrez opposition, obstacles, même tragédie, cela veut dire simplement qu'il y a quelqu'un qui a vu que vous avez un avenir, un destin tracé qui est très beau et très grand et qui se dit, si je ne le combats pas maintenant, un jour il va arriver à un point où je ne pourrai plus le combattre. Et c'est ça le cas du Congo. Je dis, la destinée, la grandeur de la destinée du Congo, la preuve que cette grande destinée existe, c'est justement c'est à cause les obstacles, les tragédies, tout ça que nous vivons, c'est une preuve que nous avons une grande destinée. C'est-à-dire que nous sommes combattus. Le Congo est combattu à cause
de sa grande destinée. Donc rien qu'en voyant ces combats doivent plutôt nous encourager à marcher vers cette destinée. Monsieur Moleka, vous avez dit, nous vous avons entendu, nous fermons les guillemets, nous vous disons merci beaucoup, mais je rappelle que vous êtes porte-parole de M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, et que vous êtes également son directeur de cabinet. Monsieur, madame, à vous aussi, je dis merci beaucoup.